Bonjour Coralie. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien. Bienvenue dans notre podcast et aussi dans notre nouveau studio d'enregistrement. Merci beaucoup. Et du coup, merci d'être venu jusqu'à nous. Vous avez créé une marque de t-shirts Fanatura éco-responsable et très originale en 2021. Racontez-nous avant votre parcours. Alors j'ai toujours ou quasiment toujours été entrepreneur. J'ai monté mon agence de communication en 99 qui s'appelait Des souris et des gommes et qui faisait du conseil en stratégie d'image de marque. Un sujet qui vous parle. Et voilà, j'ai fait 25 ans de conseil et j'avais fait le tour de la question, je pense, du métier. J'avais besoin de me renouveler un peu et donc voilà, je me suis lancé dans un projet totalement différent. Est-ce qu'il y a eu des déclics, des rencontres, une passion derrière le projet d'entreprise ? En fait, le déclic, c'est que, encore une fois, j'avais fait le tour de mon métier de conseil et j'avais besoin de fabriquer. Pas forcément avec mes petites mains, mais de me lancer dans un projet artisanal ou industriel. Et j'avais plusieurs idées. Je me suis fait accompagner par un coach. C'est le projet Fanatura qui est ressorti du chapeau. Et en fait, j'avais une conviction, une pratique ancienne, on va dire plutôt, c'est que j'ai toujours été collectionneur. Et quand j'étais enfant, grand enfant ou adolescent, je collectionnais les images d'animaux. Il y a une marque formidable qui s'appelait Merveille du Monde, oui. Qui glissait dans des plaquettes de chocolat des images d'animaux sur lesquelles on pouvait aussi lire des informations liées à l'espèce. Et voilà, je les collectionnais. Cette marque a été enterrée pendant un moment et ressortie par la marque Crocola cette année. Donc je les remercie infiniment d'avoir lancé ce projet. Je me rappelle très bien, ça a marqué des générations, je pense, cette association tablette de chocolat et cartes à collectionner. D'ailleurs, ça a très bien marché, hein. Oui. On les retrouve en supermarché maintenant. Le lancement a été très réussi. Exactement, donc vous étiez collectionneur et puis il me semble qu'un jour vous vous promenez sur les rives de la Seine et parce que vous cherchez toujours des illustrations pour vous personnellement et là vous avez aussi une idée qui vous vient un peu plus précise du projet de l'entreprise quand vous allez voir les bouquinistes. Oui, alors j'aime bien raconter cette anecdote qui est tout à fait juste. Évidemment, avec le temps, je me suis mis à collectionner des images plus complexes, des planches naturalistes qui viennent des siècles précédents et qui sont en effet vendues par les bouquinistes sur les quais, mais aussi aux Puces à Saint-Ouen, pas très loin d'ici, dans des librairies spécialisées, des galeries. Et c'est vrai que l'idée m'est venue en me disant mais pourquoi ne pas reproduire ces merveilles sur des t-shirts pour délivrer le message essentiel de protection de la nature. Alors du coup, quel est le concept derrière la marque Fanatura ? On l'a pas dit, c'est vrai encore. Donc Fanatura reproduit des illustrations naturalistes et botaniques anciennes sur des t-shirts de très haute qualité et s'engage à reverser 20% de ses bénéfices aux associations de protection de la nature. Donc quand vous portez un t-shirt Fanatura, vous devenez une ambassadrice ou un ambassadeur de la nature, c'est ça le concept. Et on est sur vraiment du coton premium et sur un produit d'une grande qualité. Alors, on ne peut pas prétendre en redonner à la nature tout en lui en prenant trop dans l'autre sens. Donc effectivement, l'idée était vraiment de fabriquer un produit très haut de gamme avec de très belles matières. Le jersey est 100% coton bio, c'est du coton bio labellisé GOTS, qui est le standard le plus exigeant en matière de textile éco-responsable, qui vient de Turquie ou d'Égypte et qui est fabriqué au Portugal. Donc on est dans un projet, c'est une marque française, Fanatura, mais qui a une dimension européenne dans sa production. Comment ça s'est passé vos tests de fabrication sur les premiers protos ? Est-ce que vous pouvez nous raconter les étapes clés ? Alors d'abord, j'ai rencontré mon fournisseur au salon Première Vision, parce que comme je connaissais rien, j'étais complètement vierge dans ce métier. Je suis allé rencontrer les professionnels là où ils se présentaient. J'ai raconté mon histoire un peu partout, et c'est donc cette entreprise portugaise qui a eu le courage de m'accompagner dans cette idée un peu folle. Et encore une fois, je connaissais rien, donc j'ai un peu enfoncé des portes ouvertes. J'ai testé toutes les techniques d'impression existantes, parce que j'ai beaucoup de respect pour ce que je considère comme des œuvres d'art, et je pouvais pas les reproduire à moitié.
Donc ça a mis quasiment un an. Bon, c'était la période du Covid avant 2021 qui m'a permis d'expérimenter tous ces concepts. Mon fournisseur a été très patient. Et puis finalement, après 80 prototypes, on a réussi à trouver une technique qui en plus, c'est de l'impression numérique HD. C'est les toutes dernières générations d'imprimantes textiles numériques HD qui permettent d'avoir le résultat que vous voyez ici. Et l'avantage, c'est que ça consomme moins d'encre. Ce ne sont que des encres sèches, donc il n'y a pas de rejet de produits chimiques ni d'eau dans la nature. C'est tellement bien fait qu'on a la sensation que l'illustration est en relief. Oui, pour certains motifs, c'est vrai, on me le dit souvent. Alors, est-ce que vous avez lancé ces tests, ces protos et ces premières collections avec vos fonds propres ou vous avez fait appel à un financement extérieur ? Alors, au début, j'ai mis un petit peu d'argent dans l'entreprise à titre personnel, et puis ce qui m'a permis de lever un crédit auprès de ma banque qui a été cautionné par la BPI. Donc ça a été la première mise de fonds, elle a permis justement de financer tous ces tests. En revanche, la première collection a été financée par une campagne de crowdfunding sur la plateforme KissKissBankBank en mars 2021. Et il y a eu des aides, des accompagnements à côté, de structures d'accompagnement ? Alors, il se trouve que KissKissBankBank appartient à la Banque Postale et qu'il décerne un coup de cœur chaque mois sur un projet engagé et éthique. Donc, on a eu la chance, Fanatura, d'être sélectionné en finale de ce. Donc, c'est pas nous qui avons gagné, mais on était quand même finaliste de ce projet en mars 2021. Et donc, oui, ça a été un vrai coup de chance parce que quand vous êtes comme ça, vous vous retrouvez sur le devant de la scène sous les projecteurs. En fait, vous faites partie de la newsletter, vous êtes sur la page d'accueil de la plateforme et ça booste les précommandes. Il me semble qu'il y a eu aussi un programme avec le CCI. Ah oui, alors en termes d'accompagnement, tout à fait, j'ai bénéficié du programme #Entrepreneur Leader, qui est un programme très intéressant parce que c'est totalement gratuit et vous êtes suivi par un conseiller pendant une année, pendant 12 mois. Il y a 12 rendez-vous, un rendez-vous mensuel pour faire le point sur les avancées du projet et puis on peut profiter de leur réseau, donc rencontrer des experts, des experts comptables, des juristes, enfin toutes sortes d'experts qui gravitent dans la sphère de la CCI et qui vous aident à avancer dans le bon sens. Retour plutôt positif sur cet accompagnement ? Ah oui, tout à fait, et d'autant plus que je suis toujours accompagné par la CCI sur d'autres sujets maintenant. Donc oui, je recommande vraiment. Les structures sont tout à fait adaptées aux entrepreneurs qui se lancent et c'est un grand soutien. Comment vous sentez-vous aujourd'hui et comment va l'entreprise ? Alors écoutez, la passion est toujours là. Le sujet me passionne toujours autant. L'entreprise, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, surtout dans ce secteur de la mode, en ce moment, dans le contexte économique, c'est compliqué. Il faut s'accrocher. C'est pas une activité qui me permet de me rémunérer encore aujourd'hui. Je vis pour l'instant sur mes fonds propres, qui ne sont pas éternels. Donc il y a des grosses périodes d'angoisse. Après, je pense que comme tous les entrepreneurs ou solo ou auto-entrepreneurs, on vit des ascenseurs émotionnels permanents. Donc il y a des grandes joies, il y a des moments de plus grande détresse. Je pense que ça vaut encore le coup de s'accrocher parce que l'idée est belle et j'ai des bons retours autour de moi. Quel point de vente vous avez privilégié et vous voulez privilégier pour demain ? Alors au début, je pense comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai cru que mon idée étant absolument géniale, ça allait se vendre tout seul. Donc j'avais vraiment la stratégie pure player, vous savez, ouvrir une boutique en ligne et puis attendre que les ventes tombent toutes seules. Évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il a fallu rentrer dans un réseau de créateurs. Ça s'est fait de manière un peu naturelle, un premier pop-up store, une boutique éphémère, un marché de Noël, et puis après, vous nouez des contacts, et ça c'est vraiment très intéressant, parce que vous rencontrez d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques que vous, et ça, j'avoue que c'est un vrai soutien. Donc voilà, aujourd'hui je suis dans un écosystème de créateurs qui sont pas que dans la mode, qui font aussi de la cosmétique ou d'autres sujets, souvent des créateurs engagés, donc on se soutient, on se suit.
Et puis, en parallèle de ça, je suis allé rencontrer je suis allé voir la Maison des Rôles. Pour ceux qui connaissent pas, il faut vous jeter, il faut absolument aller rue du Bac, à Paris, rive gauche, voir la Maison des Rôles, qui est une vieille institution qui date de 200 ans. C'est le dernier taxidermiste français. Donc c'est un musée, hein, sur 2 étages. On voit un ours blanc, une girafe, un rhinocéros, des éléphants. Enfin, c'est incroyable, des papillons fabuleux. Et donc, en parallèle de ce métier de taxidermiste, ils font beaucoup de matériel d'éducation à la nature, dont leurs propres planches naturalistes, des livres évidemment. Donc, c'était très naturel pour les t-shirts Fanatura de se retrouver dans cet environnement. Et il se trouve que ça fait maintenant plus d'1 an qu'ils sont distribués chez eux. Et je dirais que c'est une vraie proof of concept parce que en moyenne ils en vendent 1 par jour. Super. Donc ça a été ma première expérience de distribution, enfin de retail en dehors des pop-up stores. Et donc aujourd'hui, j'avoue que je commence à m'orienter vers une autre stratégie que celle que j'avais envisagée au départ, qui est donc de multiplier les points de vente. Donc aujourd'hui, je suis distribué dans une boutique au Lilas, une autre boutique à Paris rue du Cherche-Midi, bientôt à Honfleur. J'ai des contacts à l'île de Ré, à Ajaccio, en Belgique, en Allemagne. J'allais dire sur le littoral, ça peut aussi très bien. Exactement. Les espèces marines sont plutôt plébiscitées dans ces stations balnéaires. Donc voilà, écoutez, je prends mon petit bâton de pèlerin et je vais toquer aux différentes portes. C'est pas toujours évident. Le moyen le plus direct de le faire, c'est d'aller participer à des salons professionnels. Donc au mois de septembre dernier, j'ai eu mon premier stand sur le salon Who's Next à Paris. Et ça, c'est une vraie belle expérience. Alors c'est très intense, hein, sur 3 jours. Il faut être vraiment très disponible, mais ça permet de se confronter au monde B2B et justement de présenter ses collections aux futurs distributeurs, et c'est un vrai challenge. Comment vous communiquez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur des médias plus classiques? Alors, à chaque lancement de collection ou mini-collection, j'ai travaillé avec une agence de presse qui m'a permis d'avoir un petit peu de visibilité. J'ai notamment eu un article dans Le Parisien, 1 ou 2 interviews sur l'info durable, enfin des chaînes spécialisées ou des radios spécialisées. Je suis plutôt mauvais sur les réseaux sociaux. C'est pas ma génération, donc je suis pas très à l'aise et il faut que je me fasse un peu violence, mais je me soigne, donc ça avance. Et puis surtout, il y a un sujet qui fonctionne pas mal, c'est aller contracter des micro-influenceurs qui sont dans le domaine de la protection de la nature. Donc mettre à disposition des t-shirts pour qu'ils puissent relayer le message. Et ça j'essaye de continuer à le faire régulièrement. D'abord, ça me permet de rencontrer des gens passionnants et qui sont passionnés et avec qui il y a beaucoup à échanger sur les sujets et qui deviennent des ambassadeurs ou des ambassadrices. Et donc ça, c'est très enrichissant. Parlons-en justement de vos engagements, puisqu'en fait, vous êtes engagé à reverser 20% des ventes à des associations ou ONG qui protègent la biodiversité. Quelles associations vous avez sélectionnées? Alors, c'est 20% des bénéfices. Oui, 20% des bénéfices, excusez-moi. Parce que sinon, ça serait plus compliqué. Oui. Alors, évidemment, pour l'instant, la participation reste symbolique parce que l'entreprise fait peu ou pas de bénéfices. Mais en effet, en parallèle de l'activité industrielle de production des t-shirts elle-même, je suis allé rencontrer un certain nombre d'associations. D'abord, j'ai un blog sur mon site sur lequel je publie des articles sur la vie des naturalistes anciens, mais aussi d'artistes engagés aujourd'hui dans la protection de la nature. Et donc j'ai rencontré un certain nombre d'associations dont l'action me touche. En tout premier lieu, il y a l'OPI, qui est l'Office pour les insectes et leur environnement. Les insectes sont souvent les mal-aimés de la nature. Pourtant, ils ont un rôle essentiel. Donc, j'ai rencontré et interviewé le directeur de l'OPI, qui a un outil pédagogique extraordinaire avec la Maison des insectes qui se trouve dans le 78. Je vous invite à aller visiter ce lieu absolument merveilleux. Je travaille aussi avec une association française qui s'appelle Coral Guardian et qui replante du corail. Le corail, c'est un animal, mais ça se comporte comme une plante, donc on utilise le même vocabulaire, on fait des boutures et ça marche très bien.
Ce sont des gens qui ont lancé un projet en Indonésie, près de l'île de Komodo, donc un site très touristique, où en 2008, les pêcheurs pêchaient à la dynamite. Ça paraît surréaliste pour nous, mais c'était dans leur culture. Donc ils détruisaient intégralement les fonds marins, les barrières de corail. Et donc là où le projet est intéressant, c'est que les scientifiques sur place non seulement ont replanté des morceaux de corail qui avaient survécu à la destruction, donc seulement des espèces endémiques, mais surtout ils ont éduqué les populations locales à le faire eux-mêmes et à l'entretenir. Et aujourd'hui, les résultats sont spectaculaires parce que le récif a été intégralement reconstitué et les poissons sont revenus. Les pêcheurs n'ont plus besoin d'aller à l'autre bout de l'île, de la mer, pour aller chercher des poissons. Formidable. Voilà. Et donc ce projet aujourd'hui est reproductible et reproduisible, je ne sais pas comment on dit, un peu partout dans le monde. Donc voilà, c'est des expériences qui se multiplient. Et voilà, je soutiens 2-3 autres associations, et dont une qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Francis Allais Forêt Primaire. Francis Allais, c'est un grand monsieur, un botaniste de 85 ans, je crois, et qui a fait beaucoup pour la forêt, et qui dit, en fait, nous, on critique les Brésiliens parce qu'ils détruisent la forêt amazonienne, mais on a fait exactement la même chose en Europe. On n'a plus de forêt primaire en Europe, à part un tout petit bout en Pologne. Donc son projet complètement fou, c'est de dire reconstituons une forêt primaire en Europe de l'Ouest. Et donc, pour l'instant, on en est au contour juridique du projet parce que reconstituer une forêt primaire, c'est 1000 ans. Donc ça veut dire travailler sur un projet que nous-mêmes, nous ne verrons pas. Et voilà, si ça se fait, ça sera sans doute du côté des Ardennes, à la frontière entre la France, l'Allemagne et le Luxembourg. Et voilà, j'aime beaucoup l'idée de soutenir un projet un peu utopique comme ça. Bravo, l'impact positif est là et en route en tout cas. Quels sont vos prochains défis et quelle est votre vision à 5 ans? Alors à très court terme, comme je multiplie cette stratégie d'aller rencontrer des distributeurs, je vais sortir des frontières. Je participerai en janvier prochain, les 15 et 16 janvier, au ZEC à Berlin, qui est l'équivalent du Who's Next, mais en Allemagne, dans la section Premium, donc qui accueille les marques éthiques et éco-responsables. Et je participe à un concours pour représenter la marque, pour emmener la marque à New York chez un distributeur. Donc là, on va croiser les doigts pour que ça se passe bien. La réponse devrait arriver avant la fin de l'année. Écoutez, si ça continue à se développer comme je l'espère, à 5 ans, j'imagine que j'espère que le projet sera distribué un peu partout en Europe parce que le sujet Fanatura est universel. Oui. Et je le vois au quotidien dans les pop-up stores et les boutiques auxquelles je participe. C'est souvent des touristes qui tombent amoureux de ce projet. Et quand je vous dis qu'ils tombent amoureux, c'est vraiment Fanatura, c'est tout ou rien. Quand ils aiment, ils sont dithyrambiques. Et aujourd'hui, j'ai fait le calcul, et pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai vendu des t-shirts à titre personnel à plus de 44 nationalités différentes. Incroyable. Voilà, donc ce qui me dit que le projet a un avenir international, en tout cas je l'espère. Bravo. Si vous deviez tout refaire, est-ce qu'il y a des erreurs ou des écueils que vous éviteriez aujourd'hui? Alors si je devais tout refaire, je pense que sur la partie production, je suis assez satisfait du résultat. Je referais sûrement de la même manière. J'irais peut-être un petit peu plus vite, mais c'était vraiment une super expérience. Là où je ferais sûrement les choses différemment, c'est les réseaux sociaux, parce qu'encore une fois, c'est un métier. J'ai un peu traîné des pieds, et maintenant, voilà, il faut que je rattrape le temps perdu. Merci beaucoup Alexandre, c'était passionnant et on vous souhaite une très bonne continuation. Merci, à bientôt. Bonne journée, au revoir.